Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Ces dernières semaines, dans les dossiers de l'espace, on s'est posé de nombreuses questions sur les lois de l'univers et son histoire. Dans notre vidéo traitant de l'ajustement fin de l'univers, le fait que ces lois paraissent parfaites pour permettre l'émergence de la vie, on a rapidement évoqué le fait que ce constat pousse certaines personnes à estimer que nous vivons dans une simulation, une sorte de jeu vidéo géant façon Matrix. L'hypothèse est aujourd'hui très populaire, notamment car elle a été publiquement défendue par Elon Musk et d'autres personnalités qui se rangent derrière ces arguments. Pour comprendre un peu mieux de quoi il en retourne, on peut se tourner vers celui qui est un peu le père de cette hypothèse, le philosophe suédois Nick Bostrom. Dans un papier publié en 2003, il émet une série d'arguments qu'on peut résumer de la manière suivante. L'humanité semble bien partie pour accumuler une puissance de calcul de plus en plus grande dans les années, les décennies et les siècles qui viennent. Cette puissance de calcul peut être mise à contribution pour simuler des mondes complexes, ce qu'on fait déjà à travers des jeux vidéo. Il devrait arriver un moment où ces simulations deviendraient impossibles à distinguer de la réalité. Des intelligences artificielles de très haut niveau pourraient aussi y évoluer. Pour ces dernières, à moins qu'on ne leur signale, il serait impossible de savoir que leur réalité est une simulation. Si l'humanité est capable d'atteindre ce niveau de technologie, alors rien ne prouve que nous soyons nous-mêmes dans le substrat de base de la réalité. Cela paraît même très improbable. Si on considère la réalité comme un empilement de couches de simulation, alors l'immense majorité des intelligences évoluent dans des simulations. Seule une infime minorité d'entre elles sont dans le substrat de base et ont donné naissance à toutes les autres. Statistiquement, l'humanité aurait bien plus de chances de se retrouver parmi la majorité et donc dans une simulation. En posant cette hypothèse, il y a bien évidemment plein de questions qui s'ouvrent. Admettons qu'on choisisse de voir la réalité sous cet angle, cela ne nous dit pas ce qui est simulé. Serait-ce tout l'univers, le système solaire, la Terre, ou peut-être même uniquement vous, le spectateur de cette vidéo, dans une sorte de Truman Show gigantesque. Simuler des systèmes simples paraît en effet plus raisonnable que des univers entiers, du point de vue des ressources en calcul. Aussi, depuis quelques années, des physiciens ont rejoint les philosophes pour tenter de trouver des limites que révélerait la simulation. Certains estiment qu'un univers simulé doit forcément être discret, c'est-à-dire que l'espace-temps serait granulaire et non pas divisible à l'infini. Cela permettrait à la simulation de gérer un système de coordonnées simples, des sortes de pixels à notre échelle. Dans la relativité générale, la théorie qui nous sert à comprendre comment fonctionne la gravité, l'espace-temps est continu. On a tous entendu l'expression continuum espace-temps, c'est-à-dire qu'il est divisible à l'infini. Or, pour une simulation, c'est terrible, car dans un espace donné, il y a une infinité de points qui peuvent avoir des valeurs différentes. Prenons par exemple la température. Si vous essayez de simuler un espace de seulement 1 mètre cube, vous pouvez assigner des températures différentes à 10 points de ce cube. Mais chaque espace situé entre ces points pourrait avoir sa propre température. Peut-être donc qu'il faudra attribuer ces valeurs sur 100 points ou même 1000. Quelle que soit la densité de points choisis, il y aura toujours la possibilité de trouver un espace entre eux qui nécessiterait sa propre valeur. La température de chaque endroit du cube ne pourrait être correctement décrite qu'avec une infinité de points, qui demanderait des ressources en calcul infinies. Un espace-temps discret règle ce problème en introduisant des longueurs minimales dans l'espace-temps, qui ne peuvent être divisées. Un espace d'1 mètre cube ne contient alors plus une infinité de points possibles, mais un nombre fini, très grand, mais tout de même fini et donc calculable. Un espace-temps discret n'intéresse d'ailleurs pas que les aficionados de l'hypothèse de la simulation. D'autres physiciens travaillent sur un concept similaire en tant que porte d'entrée pour décrire la gravitation de manière quantique. En remplaçant le continuum de la relativité générale par une sorte de grille de points discrets, on peut tenter d'ouvrir les portes d'une nouvelle physique qui parviendrait à réconcilier la grande théorie d'Albert Einstein avec la mécanique quantique. C'est par exemple l'idée qu'on retrouve derrière la gravitation quantique à boucle. Ces idées s'avéreront peut-être un jour les bonnes, mais tout en faisant progresser la physique, elles viendront aussi apporter un argument supplémentaire à l'hypothèse de la simulation.
Il faut d'ailleurs bien avouer que les propriétés de la mécanique quantique s'accordent étrangement bien aux besoins d'une simulation. Dans cette dernière, la présence d'un observateur affecte les expériences. Les systèmes quantiques peuvent adopter une superposition d'états lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes. Mais la présence d'un observateur va forcer le système à adopter l'un ou l'autre de ces états. C'est le fameux chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort tant qu'il reste dans sa boîte à l'abri des regards, mais finit par être l'un ou l'autre une fois que l'observateur ouvre la boîte et prend connaissance de l'expérience. Matérialiser le monde devant un observateur est un des soucis principaux des développeurs de jeux vidéo. Pour économiser des ressources de calcul, ces derniers ne modélisent pas tous les objets de leur monde virtuel, mais seulement ceux qui peuvent être vus par le joueur. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis ses tout débuts, vous vous souvenez peut-être des vidéos que nous avons réalisées avec la technologie d'Object Container Streaming du jeu Star Citizen. Celle-ci permet de faire apparaître et disparaître des portions du monde en fonction des déplacements des joueurs. Lorsqu'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de monde modélisé. Le jeu vidéo est ainsi un peu comme le chat de Schrödinger. C'est la présence d'un observateur qui force la réalité à se dévoiler. Pour certains penseurs, la mécanique quantique agit peut-être comme un mécanisme de limitation des ressources en calcul nécessaire à une simulation. Et il en va de même pour la vitesse de la lumière. En posant une limite maximale à la vitesse de propagation de l'information dans l'univers, elle pourrait être vue comme une règle qui permet de limiter les besoins en calcul d'une simulation. Certaines parties de l'univers n'interagiront jamais entre elles, car elles partagent des espaces de causalité différents, du fait de cette limite à la vitesse de propagation de l'information. Moins d'interactions, c'est moins de calcul, et une simulation qui est donc plus simple à mettre en œuvre. Depuis quelques années, certains chercheurs développent justement une théorie qui met l'information au cœur de tous les processus de l'univers. Ils estiment ainsi que les briques fondamentales de la réalité ne seraient pas les particules élémentaires ou la fabrique de l'espace-temps, mais de l'information pure. Dans notre compréhension instinctive de la réalité, la matière est le substrat de base à partir duquel on dérive de l'information. Ces chercheurs proposent d'inverser le raisonnement. Le substrat de base serait l'information à partir de laquelle il est possible de dériver une réalité matérielle. L'univers ne serait alors qu'une sorte d'immense ordinateur qui calcule en permanence de nouveaux états à partir de l'information existante et de quelques lois fondamentales. Il y a de quoi se donner le vertige, mais la relation entre matière et information est déjà assez floue à l'échelle de nos simulations. Prenons l'exemple du jeu vidéo Minecraft. Dans ce dernier, certains joueurs utilisent les règles physiques propres au jeu pour créer des ordinateurs. Si vous fouillez sur YouTube, vous verrez même qu'il existe une sorte de course au super ordinateur conçu dans Minecraft. Ces ordinateurs sont capables de calculer de l'information à l'intérieur du jeu. Ces informations reposent sur un substrat physique, les cubes et leurs propriétés qui sont arrangées d'une certaine manière. Cette réalité physique, qui sert à créer de l'information dans le jeu, n'est elle-même qu'information, puisque Minecraft est un programme. Ce jeu vidéo n'est cependant lui-même possible que grâce à une réalité physique, les puces de silicium qu'on trouve au cœur de nos ordinateurs. Comment être certain qu'il s'agit là de la dernière couche ? Que notre réalité physique est le substrat de base, à partir duquel information et matière peuvent se dériver à l'infini. Ces questionnements ne sont peut-être que le symptôme des sociétés hyper informatisées dans lesquelles nous vivons. À force de passer nos vies devant des ordinateurs, on en vient à se demander s'ils ne représentent pas l'alpha et l'oméga de l'existence. L'hypothèse de la simulation possède ainsi de nombreux critiques, issus du domaine de la philosophie, de la physique ou de l'informatique. On peut constater assez facilement que certains processus de l'univers sont très gourmands en informations sans vraiment apporter énormément à la simulation. Les trous noirs sont par exemple des gouffres qui soustraient de l'information à l'univers, sans que cela ait beaucoup de sens dans l'hypothèse d'une simulation. L'humanité bute par ailleurs sur la question de l'intelligence artificielle depuis des décennies. Il n'est peut-être pas possible de concevoir un être conscient à partir de processus purement informatiques. Si cette démonstration est faite un jour, alors l'hypothèse émise par Bostrom devra en effet être prise très au sérieux. D'ici là, c'est un questionnement qui a peu de chances d'aboutir à des connaissances quelconques. Certains philosophes font une sorte de pari de Pascal.
en estimant que si l'hypothèse de la simulation a une chance d'être vraie, alors l'humanité doit tout faire pour éviter que nos simulateurs décident d'appuyer sur le bouton off. Est-ce que cela signifie être divertissant, vertueux ou peut-être curieux? On le laissera à la libre interprétation de chacun. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une session de questions-réponses. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.